Les mains de Dale Rutherford tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine serrer la crosse ennoyée de sa Winchester. Le vent de décembre, une lame aiguisée sur les sommets des Cabinet Mountains, cinglait la nature sauvage du Montana. Mais ce n'était pas la raison de ces tremblements. À 6 mètres devant lui, suspendu à la branche épaisse et enneigée d'un sapin de Douglas, tel un drapeau grotesque et obscène, se trouvait une chose que son esprit refusait d'accepter comme réelle. Le soleil matinal, bas et faible, filtrait à travers la canopée, illuminant ce qui semblait être une peau humaine complète, dépouillée avec une précision chirurgicale de la tête aux pieds, qui se balançait doucement dans la brise. Le visage était encore reconnaissable, figé dans une expression de terreur absolue et totale qui allait se graver au fer rouge dans les cauchemars de Dale pour le restant de ses jours. C'était Jimmy Kowalski, le braconnier qui arpentait illégalement ces mêmes bois depuis 3 saisons. Mais ce n'était pas la peau qui menaçait de lui faire lâcher la vessie, provoquant une pression chaude et honteuse dans son abdomen. C'était ce qui reposait sous le trophée suspendu, disposé avec une précision délibérée et glaçante dans la neige imbibée de sang. Le corps sans peau était assis, le dos droit contre le tronc de l'arbre, comme s'il attendait, comme s'il observait. La musculature exposée luisait, humide dans l'air glacial, et Dale pouvait voir chaque striation des tissus, chaque tendon et ligament mis à nu dans une horrible démonstration d'anatomie. Les yeux du corps avaient disparu, ne laissant que des orbites vides et sombres, fixant le néant. Mais la peau, au-dessus, les avait encore. Ses yeux morts sur le visage suspendu semblaient fixer Dale directement, avec une accusation à laquelle il n'échapperait jamais. Autour de la base de l'arbre, la neige était tachée d'un large cercle d'un rouge cramoisi profond, qui commençait déjà à geler en une glace cristalline et rosée. L'esprit rationnel de Dale, cette partie de lui qui avait passé 63 ans à comprendre le monde naturel, tentait de trouver une explication. Un ours, peut-être, ou un cougar rendu fou par la faim, ou même un homme, un tueur malade et pervers, mais au plus profond de ses entrailles, là où réside l'instinct, il savait que c'était faux. Il avait vu les traces menant à cet endroit. Il avait senti cette puanteur infâme qui s'intensifiait depuis 3 jours. Il avait entendu ces bruits dans la nuit qui n'étaient pas tout à fait des hurlements et pas tout à fait des cris. Et maintenant, debout dans cette clairière profanée, Dale comprenait avec une clarté effroyable qui lui broyait l'âme, qu'il avait franchi une frontière invisible, qu'il se tenait exactement là où il n'aurait pas dû être, et que la chose qui avait fait ça à Jimmy Kowalski était quelque part dans ces bois, en train de l'observer, décidant s'il serait le prochain avertissement ou s'il serait autorisé à partir pour répandre le message que ces montagnes appartenaient à autre chose, quelque chose d'ancien, de sauvage et de totalement impitoyable. Le cauchemar avait commencé 7 jours plus tôt, un lundi matin qui avait semblé ordinaire en tout point. Dale Rutherford se réveilla à 4h30 du matin, comme chaque jour depuis 42 ans. À son âge, son corps fonctionnait avec la précision d'une horloge, bien plus fiable que n'importe quel réveil. La cabane était froide, le poêle à bois en fonte s'étant consumé pour ne laisser qu'un lit de braises incandescentes durant la longue nuit, et son souffle formait un nuage de buée dans l'obscurité profonde, tandis qu'il sortait les jambes du lit. Ses articulations protestaient par leurs plaintes matinales habituelles, l'arthrite dans ses genoux et ses épaules se manifestant par des douleurs sourdes et persistantes qui s'estomperaient une fois qu'il se mettrait en mouvement. Il s'habilla dans le noir, un rituel de superposition, sous-vêtements longs, chaussettes de laine épaisse, pantalon de travail en toile usé jusqu'à la corde et une lourde chemise en flanelle qui avait connu des jours meilleurs. Le tissu était usé au coude, rapiécé à plusieurs endroits, mais elle était chaude, et c'était tout ce qui comptait au cœur d'un mois de décembre dans le Montana. La cabane se trouvait à 25 km de Whitefish, accessible uniquement par une route forestière accidentée qui devenait impraticable à l'arrivée des grosses neiges, généralement à la mi-janvier. Dale l'avait construite lui-même 30 ans plus tôt, à l'époque où sa femme Sarah était encore en vie.
à l'époque où l'isolement semblait romantique et choisi, plutôt que simplement solitaire. C'était une structure simple, une grande pièce avec une mezzanine pour dormir, un coin cuisine composé d'une gazinière au propane et d'un évier à pompe manuelle alimenté par une source de montagne, et le poêle à bois qui servait de seule source de chaleur. Pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'internet, exactement comme Dale le préférait. Le monde moderne pouvait garder son bruit et son chaos. Ici, un homme pouvait penser, respirer, vivre selon des rythmes qui remontaient à des milliers d'années. Il gratta une allumette dont la lueur sulfureuse l'aveugla un instant et alluma la lampe à pétrole sur la table de la cuisine. La chaude lueur jaune repoussa l'obscurité oppressante, révélant l'intérieur familier et spartiate de sa maison. Pendant que l'eau pour le café chauffait sur la gazinière, son sifflement étant le seul son dans le silence, Dale enfila ses bottes, de grosses chaussures en cuir à bout d'acier, les laçant avec l'efficacité d'un homme qui avait accompli cette tâche des dizaines de milliers de fois. À travers l'unique fenêtre embuée de condensation qui faisait face à l'est, il pouvait voir les premières lueurs de l'aube commencer à éclaircir le ciel, bien que le lever du soleil soit encore à plus d'une heure. La météo avait annoncé un temps clair, des températures avoisinant les -6 degrés, des conditions parfaites pour vérifier sa ligne de piège. Dale posait des pièges dans ces montagnes depuis l'âge de 16 ans, apprenant le métier de son père, qu'il avait lui-même appris de son père avant lui. La famille Rutherford était piégeuse dans le Montana depuis 4 générations, même si Dale savait qu'il serait le dernier. Il n'avait pas d'enfant, et même s'il en avait eu, le marché de la fourrure n'était plus ce qu'il était. Pourtant, il parvenait à gagner assez pour s'en sortir, complétant ses revenus avec la modeste pension de ses 20 ans de service pour l'Office des forêts. Plus que l'argent, ce travail le maintenait actif, le gardait connecté à la terre et donnait à ses journées un but et une structure qui tenaient la solitude à distance. Sa ligne de piège actuelle formait une boucle à travers la nature sauvage, couvrant environ 40 km de terrain accidenté. Il avait posé 40 pièges au total, placés stratégiquement le long des sentiers de gibier, près des points d'eau, dans des zones où les indices, excréments, traces, sous-bois perturbés, indiquaient un passage régulier d'animaux. Il attrapait surtout des martres et des pécans, parfois un renard ou un lynx roux. Les pièges étaient vérifiés religieusement tous les 3 jours, à la fois pour s'assurer que les animaux piégés ne souffrent pas plus que nécessaire et pour se conformer à la réglementation de l'État. C'était un travail dur et impitoyable, surtout en hiver. Mais Dale tirait une fierté tranquille de le faire correctement, de traiter les animaux avec respect, de ne prendre que ce que la terre pouvait durablement fournir. Le café finit de passer, et Dale se versa une tasse de ce liquide noir et épais, grimaçant à son goût amer. Il n'avait jamais vraiment apprécié ça, mais c'était du carburant, et le carburant était nécessaire pour le travail à venir. Tout en buvant, il étudia sa carte topographique, étalée sur la table et maintenue à plat par des boîtes de conserve à chaque coin. La carte était un palimpseste de sa vie, couverte de marques au crayon, de X indiquant l'emplacement des pièges, de lignes pointillées montrant l'itinéraire qu'il empruntait pour les vérifier. Aujourd'hui, il allait couvrir la section nord de la ligne, le terrain le plus difficile, où la terre s'élevait brusquement vers la réserve naturelle des Cabinet Mountains. À 5h30, alors que le ciel commençait à peine à s'éclairer, Dale était prêt. Il mit son sac à dos, lourd de provisions, pièges supplémentaires, appâts, fils de fer, outils, trousses de premiers secours, couvertures de survie, allumettes étanches, cordes, couteaux à dépecer. Son fusil, une Winchester modèle 70 en calibre 30-06 bien entretenu, était suspendu à une sangle sur sa poitrine. Le fusil n'était pas pour le piégeage, mais un homme sensé ne s'aventurait pas sans armes dans la nature. Sauvages du Montana, ours, cougars, loups, tous étaient présents dans ces montagnes, et bien que les attaques sur les humains soient rares, elles n'étaient pas inexistantes. Mieux valait avoir le fusil
et ne pas en avoir besoin que l'inverse. L'air du matin le frappa comme une gifle, froid, pur et vif, avec une odeur de pin. Le ciel au-dessus était dégagé, les étoiles encore visibles à l'ouest, s'estompant à mesure que l'horizon oriental passait du noir au bleu profond, puis à l'or pâle. La neige craquait sous ses bottes, la croûte gelée supportant son poids. 15 centimètres étaient tombés 3 jours plus tôt, et la température n'était pas remontée au-dessus de zéro depuis, laissant tout figé dans l'emprise de l'hiver. Le souffle de Dale formait un panache derrière lui, tandis qu'il marchait, ses poumons brûlant agréablement au contact de l'air froid. Les 12 premiers pièges donnèrent des résultats mitigés. Plusieurs étaient vides. 2 contenaient des martres à la fourrure riche et sombre, et un contenait un pécan. Au 13e piège, situé près d'un petit ruisseau qui coulait encore malgré le froid, Dale remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait vraiment pas. Le piège, un lourd conibère conçu pour les grands prédateurs, avait été déclenché, mais était vide. La neige tout autour était labourée, piétinée par quelque chose de grand. Dale s'agenouilla, ses genoux craquant dans le froid, pour examiner les traces. Son œil exercé lisant l'histoire écrite dans la neige. Quelque chose s'était approché du piège, l'avait déclenché, puis l'avait mis en pièces. Les lourdes mâchoires d'acier étaient tordues, littéralement tordues, désaxées avec une force qui aurait dû être impossible. Dale ramassa le piège en ruine, le tournant dans ses mains. L'acier était épais, conçu pour retenir un ours si nécessaire, mais quelque chose l'avait chiffonné comme une feuille de papier d'aluminium. Les traces étaient partiellement obscurcies par le remue-ménage, mais Dale pouvait en distinguer assez pour voir qu'elles étaient anormales. Elles semblaient presque humaines, comme d'immenses empreintes de pieds nus, mais allongés, les orteils écartés de manière contre nature, le talon profondément enfoncé dans la neige. Chaque empreinte mesurait au moins 40 cm de long et 20 de large. Aucun humain n'avait des pieds aussi grands, et aucun humain ne marcherait pieds nus dans la nature sauvage du Montana en décembre. Dale sentit le premier murmure de malaise. Un frisson glacial lui parcourut l'échine, qui n'avait rien à voir avec la température. Il avait vu des traces d'ours toute sa vie, et ce n'étaient pas des traces d'ours. Les ours avaient des griffes qui se voyaient clairement, et leurs pattes arrière avaient une forme distinctive de haricot. Ces empreintes étaient différentes, anormales d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Il se releva, scrutant la forêt environnante, soudainement et cruellement conscient de sa solitude, de son éloignement de toute aide. La forêt, qui quelques instants auparavant lui semblait être sa maison, paraissait maintenant étrangère et menaçante. Les bruits normaux, le jacassement d'un écureuil, le cri d'un corbeau, avaient cessé. En plus de 40 ans à arpenter ces bois, Dale avait appris à se méfier de ce silence. Le silence signifiait qu'un prédateur était proche. Dale épaula son fusil, actionna la culasse pour chambrer une cartouche, le clic métallique résonnant, fort et profane dans le silence. Il attendit, observant, écoutant, son rythme cardiaque s'accélérant. Les minutes passèrent. Rien ne bougeait. Peu à peu, les bruits normaux de la forêt revinrent. Dale expira lentement, se sentant stupide. Probablement un ours, se dit-il. Un gros grizzly grincheux, réveillé alors qu'il devrait être en hibernation. Cela expliquerait les traces, le piège détruit. Pourtant, l'explication sonnait creux, un mensonge qu'il se racontait pour se réconforter. Il continua sa route, mais le reste de la journée fut entaché d'une vigilance nouvelle et importune. Cette nuit-là, de retour à la cabane, Dale ne put se défaire du sentiment d'être observé. Il nettoya et tendit les fourrures à la lueur de la lampe, ses mains accomplissant des gestes familiers, tandis que son esprit revoyait les découvertes de la journée, les pièges tordus, les traces étranges, le silence contre nature. Un ours, se répéta-t-il, juste un ours. Mais il n'y croyait pas, et quand il se glissa enfin dans son lit, il prit son fusil avec lui, l'appuyant contre le mur à portée de main. Le mardi apporta une nouvelle découverte qui fit voler en éclats ses fragiles rationalisations.
Il vérifiait la ligne sud-est quand, au détour d'un virage, il s'arrêta net. Un immense pin ponderosa avait été marqué. De longues entailles verticales couraient le long du tronc, de profonds sillons qui exposaient le bois pâle sous l'écorce. Les entailles commençaient à 3 mètres de hauteur et descendaient jusqu'à environ 2 mètres du sol. C'étaient des marques de griffes, mais, comme il n'en avait jamais vu, chacune mesurant 5 cm de large et assez profonde pour y glisser un doigt. Le plus troublant était ce qui entourait l'arbre. Dans un cercle de 6 mètres, chaque jeune pouce avait été cassé à hauteur de taille et empilé en un anneau grossier. Cela semblait délibéré, comme une frontière territoriale, et à l'intérieur de cet anneau, dans la neige, se trouvaient des centaines de ces mêmes traces, impossibles. Le vent tourna, et une odeur le frappa, si puissante et immonde qu'il en eut un haut le cœur. C'était un mélange de chien mouillé, de viande en décomposition et d'autres choses, quelque chose de sauvage et de rance qui lui fit pleurer les yeux. Il recula, le fusil prêt, tous ses sens hurlant au danger. Ce n'était pas une destruction aléatoire, c'était une communication, un avertissement. Dale abandonna le reste de sa ligne de piège et retourna à la cabane, le sentiment d'être observé étant devenu une présence palpable dans son dos. Il fuyait. Pour la première fois de sa vie, la nature sauvage du Montana lui faisait peur. Cette nuit-là, Dale l'entendit pour la première fois. Allongé, rigide dans son lit, il entendit un son dériver à travers l'obscurité. Ça commença par un grondement sourd qu'il sentit dans sa poitrine, puis s'éleva en un hurlement différent de tout ce qu'il avait jamais entendu. Ce n'était ni un loup ni un coyote, c'était trop profond, trop puissant, et il y avait là-dedans une rage qui lui donnait la chair de poule. Le son revint 1 heure plus tard, plus proche, puis encore plus proche. Au 4e hurlement, on aurait dit que c'était juste au-delà de la clairière de sa cabane. Entre les hurlements, il entendit de lourds pas faire craquer la neige et des branches se briser. Dale ne dormit pas. Il s'assit sur une chaise face à la porte, le fusil sur les genoux, et attendit l'aube. Le mercredi amena une forte tempête de neige, le piégeant à l'intérieur. De toute façon, il ne se sentait pas capable de quitter la cabane. La peur s'était transformée en une terreur paralysante. Il faisait les 100 pas, vérifiant les fenêtres, ne voyant que le rideau blanc tourbillonnant de la tempête. Il savait qu'il devait vérifier ses pièges, que des animaux souffraient, mais la pensée de remettre les pieds dans ces bois était insupportable. Le jeudi matin, la tempête était passée, laissant derrière elle un monde d'un blanc immaculé et scintillant sous un ciel clair et glacial. Le thermomètre indiquait moins 26 degrés. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Son devoir envers les animaux, un code qu'il avait suivi toute sa vie, l'emportait sur sa peur. Il enfila toutes les couches de vêtements qu'il possédait, chargea son fusil et sortit dans le froid brutal. La section sud-est était une galerie des horreurs, d'autres pièges détruits, un autre marqueur territorial, l'arbre écorcé, les jeunes pousses brisées, cette odeur affreuse. Au 5e piège, il trouva un lynx roux, encore en vie, la patte avant proprement prise. Mais quelque chose l'avait trouvé en premier. L'arrière-train de l'animal avait été déchiqueté, ses entrailles se déversant sur la neige, fumantes dans le froid. Il avait été torturé, laissé pour souffrir. Tout autour se trouvaient des centaines de ces traces. L'estomac de Dale se souleva. Ce n'était pas l'œuvre d'un animal, c'était de la cruauté. C'était un message. Il leva son fusil et mit fin à l'agonie du lynx, le coup de feu résonnant comme un coup de tonnerre dans la forêt silencieuse. Il était à 3 kilomètres de sa cabane, le soleil déjà bas à l'horizon, quand il l'entendit. Un cri, de qualité humaine, mais incroyablement fort, plein de terreur et d'agonie. Il venait du nord, résonnant à travers les arbres, puis se coupa net, laissant un silence qui était en quelque sorte pire. Chaque instinct lui hurlait de courir vers la cabane, mais il y avait eu quelque chose de familier dans ce cri. Il ne pouvait pas simplement laisser quelqu'un en difficulté. Il se tourna vers le nord et commença à marcher en direction du son,
sa peur étant une chose vivante qui lui grimpait le long de la colonne vertébrale. Il atteignit le sommet d'une crête et le vit en contrebas, une éclaboussure d'un rouge artériel vif sur la neige blanche. Il suivit l'énorme traînée de sang jusqu'à une petite clairière, et ce qu'il y vit lui brisa l'esprit. Là, au pied du sapin de Douglas, se trouvait Jimmy Kowalski, ou ce qu'il en restait. Le corps sans peau était positionné droit contre le tronc, exposé. Et suspendu au-dessus, attaché à une branche, se trouvait la peau elle-même déployée comme un drapeau. Les jambes de Dale cédèrent, et il s'assit lourdement dans la neige. Ce n'était pas possible. Les animaux ne faisaient pas ça. Cela demandait de l'intelligence, de la préméditation, des mains. Mais les traces étaient partout, et l'odeur était écrasante. Son esprit passa en revue les possibilités, ours, cougar, loup, humain, et les rejeta toutes. Il ne restait qu'une seule explication, une que son esprit rationnel repoussait, mais que ses tripes acceptaient avec une certitude absolue. Bigfoot, le Sasquatch. La créature du folklore était réelle, et c'était un monstre. La lumière déclinait rapidement. Il lui restait peut-être 10 minutes avant la nuit noire, et il était à des kilomètres de tout lieu sûr, debout dans une clairière qui puait le sang et la mort. Il a tourné les talons et s'est mis à courir. Il ne réfléchissait pas. Il bougeait, poussé par une pure terreur animale. Il fonça à travers les sous-bois, glissant et dérapant, les poumons en feu, son cœur essayant de s'extraire de sa poitrine. Il l'entendit alors derrière lui, se frayant un chemin dans la forêt sans aucune tentative de discrétion. Des pas lourds, plus rapides que les siens, qui gagnaient du terrain. Il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule et le vit. Une forme massive et sombre, trop grande pour être humaine, se déplaçant sur deux jambes avec une démarche dégingandée qui couvrait le terrain avec une efficacité effrayante. Et il vit des yeux, deux points lumineux de lumière réfléchie qui l'observaient. Il savait qu'il ne pouvait pas lui échapper. Il n'avait pas le choix. Il pivota, posant un genou à terre, levant le fusil en un seul mouvement. Et il était là, à 10 mètres, clairement visible dans la lumière mourante. Il était massif, mesurant au moins 2,50 m de haut, couvert d'une fourrure sombre, brune et emmêlée. Ses épaules étaient incroyablement larges, ses bras pendaient plus bas que ses genoux, se terminant par des mains aux longs doigts, pourvus de griffes recourbées. Son visage était presque humain, mais hideusement difforme. Un nez plat, une bouche sans lèvres pleine de dents acérées, et des yeux qui brillaient d'une intelligence malveillante et ancienne. La créature s'arrêta quand Dale la visa. Elle ne semblait pas avoir peur du fusil. Elle se tenait simplement là, à l'observer, à l'évaluer. Le doigt de Dale se crispa sur la détente. Il avait 5 balles capables d'abattre un élan. Il ne pouvait pas le manquer, mais quelque chose le retint. Cette chose avait tué Jimmy lentement, l'avait exposé comme un avertissement. Mais elle n'avait pas tué Dale. Elle avait tourné autour de sa cabane, l'avait pourchassé, mais elle ne l'avait pas attaqué. Elle lui donnait un choix, une chance, quitter ce territoire et ne jamais revenir, ou mourir comme Jimmy. Lentement, sans jamais rompre le contact visuel, Dale abaissa le fusil. Il se leva et fit un pas en arrière, puis un autre. La créature ne bougea pas. Elle émit alors un son, une vocalise profonde et grondante qui vibra dans la poitrine de Dale. Un avertissement, une menace, un renvoi. « Va-t'en !» Dale se retourna et s'éloigna, luttant contre l'envie de courir. Il pouvait sentir ses yeux dans son dos, s'attendant à chaque instant à sentir des griffes le déchiqueter. Mais rien ne vint. Il marcha pendant ce qui lui sembla une éternité et le sentiment d'être observé s'estompa progressivement. La créature était partie. Il atteignit la cabane 2 heures plus tard, entra en titubant et verrouilla la porte. Il s'assit sur le sol et pleura. Pour Jimmy, pour lui-même, pour le monde qu'il pensait connaître, eux qui étaient désormais brisés à jamais. Il savait qu'il ne pouvait pas signaler cela, qu'il croirait. On le prendrait pour un fou.
et envoyer une équipe de recherche ne ferait que créer plus de victimes. Non, la forêt réclamerait Jimmy et le secret resterait. Quand la pleine lumière du jour arriva, Dale commença à faire ses bagages. Il ne prit que l'essentiel, ses papiers, quelques photos de Sarah, de la nourriture, de l'eau. Il laissa les fourrures, les pièges, les outils, des reliques d'une vie qu'il ne pourrait plus jamais mener. En milieu de matinée, il partait à pied, suivant la route forestière pour retourner à la civilisation, sans se retourner. Il atteignit Whitefish 3 jours plus tard, un homme hanté qui paraissait avoir 20 ans de plus. Il prit une chambre dans un motel, appela un agent immobilier et mit sa cabane en vente. Il dit à l'agent qu'il en avait juste assez de la nature sauvage, qu'il était prêt à prendre sa retraite quelque part au chaud. La cabane se vendit en 1 mois à un jeune couple de Californie, avide de la paix et de la solitude des montagnes. Dale faillit les avertir, mais que pouvait-il dire? Il prit leur argent et s'en alla. Dale Rutherford déménagea dans une résidence pour retraités à Phoenix, en Arizona, où le plus grand danger était la chaleur. Il ne piégea plus jamais, n'alla même plus jamais en randonnée. Il passa le reste de ses années entouré de gens, jamais seul, jamais en silence, mais chaque nuit, quand il fermait les yeux, il était de retour dans cette clairière, sentant cette puanteur, voyant la peau de Jimmy Kowalski suspendue comme un drapeau. Il mourut 7 ans plus tard d'une crise cardiaque. Ses derniers mots, adressés à une infirmière, furent une ultime tentative désespérée de transmettre le message. « Elles ne sont pas vides, dit-il, la voix pressante. Les gens pensent que les montagnes sont vides, mais ce n'est pas le cas. Il y a des choses là-haut qu'on doit laisser tranquilles. Vous comprenez? On doit les laisser tranquilles. » L'infirmière avait souri et lui avait tapoté la main, supposant qu'il délirait. Mais Dale avait été parfaitement lucide. Le message lui avait été délivré, mais il mourut avec lui. Et la créature qui avait tué Jimmy Kowalski, la créature qui avait accordé la vie à Dale en échange de son territoire, demeura dans ces montagnes, anciennes et sauvages, attendant la prochaine personne qui franchirait la ligne invisible et apprendrait que certains avertissements sont écrits dans le sang et l'horreur, sur un drapeau de peau humaine que personne ne voit jamais, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard.